Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais sur les propos de Mathias Desmet qui nous disait que des liens rompus surgissent toujours d'un conditionnement psychique des peuples. La dissolution de plusieurs relations humaines se produit immanquablement. Voilà pourquoi dans les États totalitaires, une atmosphère diffuse de paranoïa plane dans la population. Les liens affectifs se retrouvent tellement détériorés que les gens ne reculent devant rien ni personne pour dénoncer qui que ce soit, n'importe qui ne suivant pas suffisamment à la lettre le narratif subtilement prédéterminé. Si ça ne s'appelle pas de la rigidité extrême, je me demande bien qu'est-ce que c'est. Que ce soit des amis proches ou des membres de leur famille, des voisins, des frères et sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, peu importe. On voit jusqu'à quel point le conditionnement peut être profond et intense pour que les gens en arrivent à dénigrer les personnes qu'elles aiment le plus au monde. C'est quand même important comme conditionnement. Alors, Maître Fisher, qui est avocate, elle prend la parole et commente ainsi ce qu'affirme Mathias Desmet. La structure amenant des mesures comme celle de s'abstenir de visiter notre grand-père malade ou agonisant représente deux choses, à la fois un résultat et un terrain efficace pour alimenter davantage cette dynamique de contrôle social. Mathias Desmet va dans le même sens qu'elle. Dans cet état d'isolement intense, ces gens expérimentent un non-sens à la vie. Là, ça devient grave. Sur le plan psychologique, cette réalité se révèle tout à fait compréhensible. À long terme, lorsqu'une personne éprouve une grande solitude, la confrontation au manque de sens naît naturellement. On n'est pas fait, les êtres humains, pour vivre seuls dans la plupart du temps, c'est-à-dire presque à 100%. Ça, c'est pas possible. Une fois qu'elle ressent l'isolement et qu'elle se voit confrontée à des expériences reflétant l'insignifiance de sa vie, elle se dissocie de ses émotions. Elle se distance aussi de la réalité de son environnement. Ces individus développent de l'anxiété, de la frustration et de l'agressivité fluctuante. Sans savoir pour quelle raison, elles se sentent envahies par ces troubles psychiques. Tous ces effets négatifs et ces émotions flottent librement plutôt, dans leur univers mental. Dans ces conditions, une emprise de masse prend facilement place. À propos de ce que j'expose, dit M. Desmet, certaines personnes pensent que j'invente des histoires en essayant d'appliquer le conditionnement des peuples à la crise de la COVID. Pas du tout, car je peux vous référer à plusieurs livres écrits dans les années 50-60 dépeignant le même phénomène. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense notamment à Jost Meerloo, un médecin psychiatre décédé en 1976 et psychanalyste néerlandais.
Il est l'auteur de 2 ouvrages, Le suicide et Le viol de l'esprit. Il analyse les techniques du lavage de cerveau et du contrôle de la pensée dans les États totalitaires. Quand, pour l'ensemble de la population, un narratif diffusé par les médias traditionnels élabore sur un sujet anxiogène, une stratégie mentale s'édifie pour l'éradiquer. Alors, toute cette anxiété fluctuante se centre sur le problème ciblé. Les gens participent spontanément à une tactique pour traiter ce qui cause cette perturbation psychologique. Il en résulte l'illusion d'un contrôle mental sur leurs troubles intérieurs. Prêts à participer aux manœuvres pour traiter l'objet d'anxiété, ils s'y appliqueront peu importe l'absurdité du narratif ou des stratégies. Spécifiquement, ce phénomène se produit toujours au début de chaque processus de conditionnement de foule. Voilà la première étape psychologique dont l'avantage reste important car les gens parviennent ainsi à gérer toutes les insatisfactions et la colère qu'ils éprouvent envers ce qui les perturbe. Toute leur angoisse devient maintenant contrôlable et liée à ce thème dérangeant. Arrive ensuite la deuxième étape où surgit un aspect plus important de cette emprise sociale, puisque de nombreuses personnes participent simultanément à une tactique pour traiter l'objet de cette angoisse, les gens se sentent à nouveau affiliés les uns aux autres. Ils se soustraient ainsi à leur solitude. Remarquez que ce sentiment d'unité qui émerge de cette population affectée par un problème collectif ne prend jamais le visage d'un lien personnel. Il s'agit plutôt du sentiment rassurant de faire partie d'un immense clan, un peuple qui se tient debout pour affronter une souffrance commune. On a vu ça, ce phénomène-là, dans les manifestations, surtout à Montréal. Il y a eu un sentiment de solidarité entre les gens qui comprenaient dans quelle domination les populations se trouvaient. Je continue. En premier lieu, le conditionnement de masse surgit parce que de nombreuses personnes se sentent seules, séparées les unes des autres. En elle-même, cette programmation psychique des peuples crée encore plus de solitude et davantage de décrochage relationnel. Voilà la raison pour laquelle un tel formatage social en entraîne généralement un deuxième. Nous le remarquons depuis ces derniers temps. Alors que le narratif Corona est relégué au second plan au cours des derniers mois, nous assistons maintenant à la naissance d'un narratif inédit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On était en 2022 quand ces choses ont été dites. Un peuple à qui l'on défend de se réunir à plusieurs devient une population isolée. La première étape du totalitarisme consiste pour l'État à limiter la liberté de voyager afin de restreindre les contacts humains. Vous vous souvenez que les gens n'avaient pas le droit de prendre l'avion d'un pays à l'autre, s'ils n'étaient pas injectés, etc. On n'avait pas le droit de voyager, même en auto, de telle région à telle région. C'était la limitation des voyages
comme le dit M. Desmet. De plus, au cours des 2 dernières années, les étudiants, les professeurs et les assistants de l'université ne profitent plus de l'autorisation de se rencontrer. Les étudiants se voient donc dans l'obligation de suivre des cours à distance. Veux pas, ça n'a pas plu à tout le monde, ça, là. Pendant la crise COVID, ils protestent au sujet de cette mise à l'écart, et pour cause, et ils se plaignent de se sentir seuls, évidemment. Plus on est jeune, plus on a besoin de la proximité des autres. Alors, les jeunes à l'université, là, c'est fondamental, c'est essentiel, la socialisation. On ne peut pas s'en passer. Le soutien des amis à cet âge-là, on ne peut pas passer à côté. Pourtant, depuis 2 mois, les professeurs de l'université et les étudiants actuellement autorisés à y retourner s'en abstiennent. Ben oui, parce qu'ils avaient perdu la capacité de rentrer en relation les uns avec les autres. C'est paradoxal, ça leur manquait, mais en même temps, ils étaient comme plus portés à rencontrer les autres parce qu'ils en avaient perdu l'habitude. À quoi assistons-nous? Ils désertent l'université. Seulement 5% d'entre eux s'y présentent, mais un nouveau problème prend place, car le personnel universitaire reste aussi à la maison. Quelle étrange attitude! Je vous laisse sur ces mots et on se retrouve demain. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, vous abonner à ma chaîne. Allez vous chercher mon livre en format papier, format numérique, sur la première publication de ma page Facebook. À demain!